Dans une précédente vidéo, je vous parlais de Glenn MacDonald et de la plateforme Every Noise at Once. La vidéo est disponible en fiche. Aujourd'hui, c'est le tour de Spotify, la maison mère. Spotify est une plateforme hégémonique à la logique implacable qui se targue d'un demi-milliard d'utilisateurs, dont 40% d'abonnés. S'il y a encore quelques dizaines d'années, les enregistrements physiques dominaient l'industrie de la musique, aujourd'hui, l'essor de la révolution du numérique a changé la donne. Plus besoin de se rendre chez les disquaires pour écouter de la musique, tout est disponible en ligne. Selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique, en 2021, sur les 25,9 milliards de dollars générés par l'industrie de la musique, 16,9 ont été générés par des plateformes de streaming musical, soit 65%, 2 tiers. Aujourd'hui, même YouTube propose ses classements hit parade. Les certifications or, argent, platine ont elles aussi évolué. Depuis 2016, elles prennent en compte le streaming musical, preuve de son importance croissante. Ces jours-ci, tout va plus vite. Spotify se targue d'un catalogue de 75 millions de morceaux, et d'autres plateformes ne sont pas en reste. Deezer annonce 90 millions de titres, Apple Music 100 millions, tout comme Amazon Music. En termes d'usagers, c'est même la compagnie chinoise Tencent Music qui est en tête, en déclarant 800 millions d'utilisateurs. De nombreux services de streaming musical existent, et tous essayent de se distinguer en jouant sur le prix, la qualité de l'interface, la qualité de l'audio, la compatibilité par exemple. Mais malgré ce boom de marché, Spotify reste largement en tête. En 2021, selon l'Institut Media, sur les 523 millions d'abonnés payants à des services de streaming, 31% l'étaient à Spotify, loin devant Apple Music, deuxième du classement avec 15%. À la tête de la plateforme, son cofondateur, Daniel Ek, aujourd'hui dépeint comme l'un des puissants parmi les puissants du monde de la musique. Son entreprise a pour ambition, je cite, de libérer le potentiel de la créativité humaine en donnant à 1 million d'artistes créatifs la possibilité de vivre de leur art et à des millions de fans la possibilité de l'apprécier et de s'en inspirer. Aujourd'hui, Spotify veut servir la musique, servir à la musique. Mais est-ce vraiment le cas ? Quel est le vrai rôle joué par cette plateforme de streaming ? Et comment s'articule-t-il avec le monde de la musique ? Quelle est l'influence du streaming musical en ligne sur les artistes et sur les consommateurs eux-mêmes ? C'est les questions que nous allons nous poser. Le lancement de Spotify en 2008 fait partie du début de l'ère du streaming, c'est-à-dire que la musique est disponible à tous, en ligne, via des pages web. Mais l'idée n'est pas nouvelle, certains acteurs préexistent à Spotify, c'est le cas de Pirate Bay ou Pandora par exemple. Néanmoins, ces deux autres services sont différents sur plusieurs points. The Pirate Bay a été lancé en 2003 sur des serveurs au Mexique par un hacker suédois, Gottfried Svaltom Vark. Son fonctionnement est plutôt simple, il s'agit d'une simple interface permettant à n'importe quel utilisateur de télécharger de la musique piratée. Il est relativement simple, permet peu d'interactions, mais son grand succès au cours des années 2000 le force à se déplacer en Suède pour avoir accès à de plus grands serveurs. Mais The Pirate Bay avait de nombreux inconvénients. D'abord, son illégalité, puisque l'intégralité des musiques fournies sur la plateforme l'était sans aucun paiement de droits d'auteur, ce qui a d'ailleurs conduit à la condamnation des propriétaires du site en 2010. Ensuite, son fonctionnement global était plus économique que pratique, avec son interface d'un autre âge, l'obligation de télécharger des musiques pour y avoir accès, ou ses pubs incessantes. Dès ses débuts en 2008, Spotify se pose en alternative à ces sites pirates, en signant des accords avec les labels de musique et en payant des droits d'auteur. À cette époque, la plateforme fonctionne comme une bibliothèque pour l'utilisateur qui sait déjà ce qu'il veut. Il n'y a aucune recommandation. Et c'est bien ce qui la différencie du deuxième acteur, Pandora. Pandora est fondée en 2000 et se développe uniquement aux États-Unis avec la volonté d'établir des goûts des utilisateurs afin de fournir des recommandations personnalisées. Essayant d'abord de vendre Pandora à des entreprises sans succès, ces créateurs décident d'utiliser leur savoir-faire pour créer des playlists personnalisées et décident finalement de lancer leur service de streaming en ligne en 2004. Et Pandora, bien qu'implanté qu'en Amérique du Nord, reste le leader incontesté du streaming musical jusqu'en 2015. Pour concurrencer ce succès, Spotify a racheté en 2014 Econest, la société de Glenn MacDonald, lien en fiche, et a peu à peu rattrapé son retard en matière de recommandations jusqu'à dépasser Pandora en 2015. En 2018, Pandora est racheté par SiriusXM, un service américain de radio satellite, laissant à Spotify les mains libres. Cette même année, dans son rapport annuel, Spotify déclare être le service de streaming musical leader dans le monde entier, en grande partie grâce à ses recommandations personnalisées. Mais revenons un peu en arrière. Spotify, c'est d'abord l'idée d'un homme, un Suédois, Daniel Ek, qui est encore son CEO aujourd'hui et qui est devenu milliardaire grâce à l'entreprise.
En 2006, il s'associe avec un autre Suédois, Martin Lorentzon, pour mettre à bien son projet. À cette époque, ni l'un ni l'autre ne connaît l'industrie de la musique. Ce qui les réunit, en bref, c'est à la fois leur connaissance des technologies publicitaires et leur envie de trouver un marché à exploiter pour faire du profit. Bon, ce sera la musique. En juillet 2006, Spotify était né, mais le chemin à parcourir pour l'entreprise restait encore très long. L'ambition de ses créateurs était titanesque. Il s'agissait de créer un service de musique instantané en ligne, et les premiers essais sont d'ailleurs faits à partir de fichiers pirates à partir de cette date. Une première version bêta sort le 1er mai 2007 auprès d'un cercle réduit, choisi, mais toujours plus enthousiaste. À cette époque, Spotify n'est encore qu'un catalogue de musique, un peu comme iTunes, mais un catalogue avec la particularité d'avoir accès à toute la musique stockée sur le web. Bien au-delà donc des simples réserves de musique stockées sur l'ordinateur de l'utilisateur. Son principal atout est que la musique n'avait plus besoin d'être téléchargée comme sur The Pirate Bay, mais était totalement instantanée. En 2009, au début de la plateforme, un journaliste du Télégraphe notait d'ailleurs « Vous ne téléchargez plus la musique, vous l'écoutez en temps réel ». Ce n'est qu'en octobre 2008 que la plateforme est finalement légalisée, c'est-à-dire que des accords avec les labels sont trouvés et que toute la musique pirate est retirée, ce qui était alors la grande majorité de ce qui était accessible. Spotify dépend encore aujourd'hui de ces licences qui lui sont accordées ou non. Mais dans les négociations, le développement du numérique au cours des années 2000 a donné un argument de poids à Spotify. Ces trois labels majeurs perdaient en effet énormément d'argent à cause des sites pirates comme le bien nommé Pirate Bay. Spotify apparaissait alors comme étant la solution. Et la proposition que portaient Daniel Ek et Martin Lorentzon était de faire revivre l'industrie de la musique grâce à cette plateforme. Le modèle économique de la plateforme reste le même aujourd'hui qu'à l'époque. C'est du freemium, c'est-à-dire que la musique en elle-même est en accès libre, gratuit, mais Spotify monnaie simplement ses services, ce qu'elle ajoute à la musique, c'est-à-dire sa capacité à faire des playlists et à proposer des recommandations. L'abonnement personnel est aujourd'hui affiché à 9,99€ par mois, soit environ 120€ par an, et c'est la quasi-totalité des revenus de l'entreprise qui sont tirés de ces abonnements, dont un tiers aux États-Unis. Mais aujourd'hui, Spotify n'est plus la seule entreprise à faire affaire avec des labels. De nombreux autres acteurs sont rentrés dans la boucle et proposent même parfois des catalogues beaucoup plus étoffés. De plus, on peut se demander ce qui empêcherait les trois labels majeurs, au vu de leur puissance évidente, de lancer leur propre service de streaming. Et c'est d'ailleurs cette question que se sont posés un groupe de chercheurs de l'université d'Umeå en Suède. En fait, selon eux, Spotify ne doit pas se contenter d'être un simple intermédiaire entre les labels et les consommateurs, puisqu'un intermédiaire, ça peut être supprimé. Pour rester en place et devenir le leader du streaming musical en ligne, Spotify a dû apporter de la valeur ajoutée à de la musique. Et cette valeur ajoutée, on la trouve dans son interface, son fonctionnement, ses algorithmes. Un des arguments développés par les chercheurs de l'université d'Umeå est que ce sont les investisseurs qui ont modelé le modèle économique de la plateforme, puisque dès 2009, les deux fondateurs n'étaient plus majoritaires. Alors, le seul objectif de Spotify est devenu de faire du profit et d'augmenter sa valeur. Par exemple, selon les chercheurs, si Spotify a développé des interactions entre ses utilisateurs, c'est à la suite de l'entrée de Sean Parker, fondateur de Napster et proche de Facebook, dans son directoire. C'est un des tournants majeurs qu'a été Spotify, le développement social, le second étant, avec le rachat d'Econest en 2014, le développement de recommandations personnalisées en vue de concurrencer puis dépasser Pandora et de devenir l'ogre que l'on connaît. Aujourd'hui, Spotify est valorisé à plus de 14 milliards de dollars, alors que la plateforme ne vit que grâce à de la musique qui n'est pas d'elle. Pourquoi ? Parce qu'elle a réussi à tirer profit d'un marché qui n'était pas régulé, d'un marché même qui n'existait pas. Selon Patrick Vendreau, chercheur à l'université de Halle, Spotify, en plus d'inspirer d'autres plateformes de streaming musical, a inspiré d'autres industries. Il existe par exemple un Spotify pour les livres audio, audiobooks, ou pour le streaming de films, Vodler. Mais Spotify aide également un autre secteur selon Patrick Vendreau, celui de la publicité. Il ne faut pas oublier que Daniel Ek et Martin Lorentzon, ces deux fondateurs, ne connaissaient pas le monde de la musique, mais connaissaient par contre très bien celui de la publicité. Aujourd'hui, la plateforme qui réunit plusieurs centaines de millions d'utilisateurs a même créé sa propre régie publicitaire accessible en ligne. Sur la plateforme, la majorité des pubs prend la forme d'annonces audio diffusées entre les chansons, ou alors de courtes vidéos. Le prix de départ pour une campagne publicitaire est fixé à seulement 250€, ce qui permet à de plus petits acteurs d'investir dans la plateforme.
En lien avec cette régie publicitaire, Spotify utilise des techniques de profilage qui semblent poussées. Les membres de l'équipe de recherche suédoise ont par exemple évoqué la possibilité d'un non-respect par l'entreprise du règlement général sur la protection des données de l'Union européenne, en particulier de l'article 22, article qui dispose que la personne concernée a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l'affectant de manière significative de façon similaire. Spotify domine également le marché du streaming musical en ligne en investissant sans cesse dans des entreprises pour se développer et étendre son influence. Il y a eu Econest, puis Encore, spécialiste des podcasts, et plus récemment Fandaway, spécialiste des livres audio, Hurdle, spécialiste des blind tests en ligne, ou Kinzen, spécialiste de la modération de contenu en ligne. Et ce ne sont là que quelques exemples d'une longue liste de rachats effectués par l'entreprise ces dernières années. Une autre preuve de sa volonté d'expansion, Spotify a signé récemment un partenariat avec le FC Barcelone, l'un des clubs de football les plus titrés en Europe. Pour l'occasion, son stade a été renommé Spotify Camp Nou et le logo de l'entreprise apparaît sur le devant de tous les maillots. Au fil des ans, l'influence de la plateforme grandit sans cesse. Mais Spotify se base sur de la musique qui n'est pas sienne. Alors quid des artistes qui l'alimentent et qui font sa richesse? En 2021, Spotify a lancé Loud and Clear en réponse à de nombreuses manifestations d'artistes publiant sur la plateforme et critiquant l'inégale répartition des revenus. Via ce site internet, Spotify affiche une ambition de transparence sur ses relations financières entretenues avec les artistes, mais semble en fait surtout défendre son modèle économique. D'abord, l'entreprise rappelle que la musique est un secteur en pleine croissance. C'est sa manière de dire que de plus en plus de personnes tentent l'aventure et que donc tout le monde ne peut pas réussir et c'est même normal qu'une majorité soit vouée à l'échec. Deuxième rappel, le streaming représente plus de 50% des revenus tirés d'enregistrements de musique et Spotify règne sur le streaming, ce qui lui laisse une position quasi monopolistique. Premier point, sur la page, les chiffres s'accumulent. Par exemple, Spotify déclare avoir versé plus de 7 milliards de dollars aux ayants droit en 2021. Mais un ayant droit, ce n'est que rarement l'artiste lui-même. C'est bien plus souvent une société de distribution ou une maison de disques qui ensuite reverse une partie des revenus aux créateurs. Il ne faut pas non plus oublier que Spotify conserve un tiers des revenus, ce qui pour les 3 premiers trimestres 2022 représente environ 3 milliards de dollars. Pour de la musique qu'ils ne font pas et dont ils ne sont pas à l'origine, c'est plutôt pas mal. Ensuite, Spotify annonce qu'en 2021, 1000 artistes ont généré plus d'1 million de dollars. De manière générale, selon la SACEM, 1 million d'écoutes payantes rapporte environ 1000 €. Mais en fait, le système utilisé par Spotify pour rémunérer les ayants droit est légèrement plus compliqué, puisque les revenus sont calculés en comparant la part d'écoute de l'artiste en question avec le nombre d'écoutes totales sur la plateforme. Ce type de calcul s'appelle des revenus par part d'audience, mais contribue à des faibles redevances pour les plus petites maisons de disques. Mais annoncer que 1000 artistes ont généré plus d'1 million de dollars, c'est oublier que l'écrasante majorité ne touche quasiment rien des droits. Cette répartition ne concerne que 0,01% des 8 millions de personnes ayant déjà publié au moins un titre sur la plateforme. À cette critique, Spotify répond qu'il vaut mieux changer la focale pour éviter de compter tous les amateurs qui ne vivent pas de la musique qu'ils postent sur la plateforme. Pour cela, il faut compter seulement les artistes ayant publié 10 titres ou plus sur la plateforme, et ceux-là sont beaucoup moins nombreux, 200 000. Mais cela ramène malgré tout le ratio à 0,5%. Plus encore, si les chiffres proposés sur les plateformes sont nombreux, ils peuvent et doivent être remis en question. Par exemple, pour lire ces données, Spotify propose une catégorie d'artistes établis. Le critère pour rentrer dans cette catégorie est d'avoir été dans le top 50 000 des artistes les plus écoutés sur la plateforme pendant au moins 3 ans et ne jamais avoir fait partie du top 500. Spotify arrive ainsi à un nombre de 25 900 artistes établis en 2021, des artistes professionnels donc selon la plateforme, dont la moyenne des royalties est de 218 000 dollars sur cette année. Mais cette moyenne ne dit absolument rien de la répartition réelle des revenus. Par exemple, 3 artistes, A, B, C et D, rentrent tous les 3 dans cette catégorie d'artistes établis sur la plateforme. A gagne chaque année 10 000 dollars de royalties sur la plateforme, B 15 000, C 30 000, quant à D, il empoche 400 000 dollars par an. En moyenne, ces 4 artistes touchent 113 750 dollars, mais en réalité, il n'y en a qu'un, D, qui fait monter la moyenne, alors que les 3 autres touchent plus de 10 fois moins. La répartition suit la même logique sur la plateforme pour les vrais artistes.
En 2021, seuls 9500 artistes dépassaient les 100 000 $ de royalties sur la plateforme et 7000 touchaient entre 50 000 et 100 000 $. Cela signifie qu'environ un artiste sur 12 ayant publié au moins 10 titres sur Spotify dépasse les 50 000 $ de royalties. Et donc que 90% touchent moins. Au total, seuls 52 600 artistes ont généré plus de 10 000 $ sur la plateforme en 2021, et sur les 8 millions de contributeurs, ça n'est pas beaucoup. Deezer, par exemple, utilise un autre système de rémunération de ses artistes, User Centric Payment System, ou UCPS. Le principe est plutôt simple, ce qui est versé par l'utilisateur lorsqu'il paie son abonnement ou regarde des pubs rémunère uniquement les artistes qui l'écoutent. C'est bien différent du système qu'utilise Spotify, le Market Centric Payment System, qui lui se fonde uniquement sur les parts d'écoute globales de la plateforme. Selon une étude menée par le Centre national de la musique, l'utilisation de l'UCPS limiterait le poids des utilisateurs intensifs. Sur Spotify, par exemple, il suffit que le nombre d'écoutes soit grand, mais pas que l'audience soit diversifiée. Mais Spotify refuse pour l'instant de changer son système de rémunération des ayants droit, puisque la plateforme estime que cela augmenterait ses coûts de fonctionnement d'environ 3%. Dans l'étude menée par le Centre national de la musique, il est également montré que l'utilisation de l'UCPS avantage nettement les artistes ayant la plus petite part d'audience, même si le gain est souvent minime. Il a aussi pour avantage de limiter la distribution de royalties à ce que paie l'utilisateur dans son abonnement. Cette méthode de calcul a tendance à avantager des genres de musique dont la part d'écoute est relativement faible, mais impacte également négativement des genres de musique très populaires. Par exemple, sur Deezer, qui utilise l'UCPS pour rémunérer les ayants droit, le hip-hop et le rap ont respectivement perdu 21 et 19% de leurs royalties. Si l'UCPS compte donc avantage comme inconvénient, il permet néanmoins de penser une autre alternative au système de rémunération des ayants droit utilisé par Spotify. Peut-être de quoi éviter l'issue que donne Netflix à sa série sur Spotify, The Playlist, dans laquelle les artistes finissent par se rebeller contre la plateforme. Eux dont la musique, le travail font vivre la plateforme critiquent l'inégale répartition des revenus sur Spotify, alors que les dirigeants s'en mettent plein les poches. Par exemple, Daniel Ek, le CEO de Spotify, a aujourd'hui une fortune estimée à environ 1,6 milliard de $. This is Daniel Ek, Spotify's co-founder and CEO. Daniel isn't just an entrepreneur and developed the largest music industry company in the world. People often ask me, like, what my trade is. Are you a genius? Are you a visionary? Are you all of those things? And I'd say, no, I'm not. Like, the one trait that I have is I have this itch, and I never, ever, ever give up. Finalement, Spotify est une histoire complexe, mais qui ne semble tourner autour que d'un seul homme, son CEO, Daniel Ek. Sa spécialité, ce n'est pas la musique, c'est le business, et cela se ressent d'ailleurs dans la manière avec laquelle l'entreprise s'est développée. En à peine 15 ans, Spotify est passé du stade d'idée à celui d'une multinationale présente sur 5 continents et employant 6500 personnes en 2021. Son succès est en grande partie dû à sa capacité d'adaptation et à ses nombreuses mutations qui lui ont permis de développer des services lui permettant d'absorber un tiers du streaming musical mondial. Mais finalement, si Spotify semble être une apparence rondement menée, et c'est le cas, l'entreprise reste déficitaire de 34 millions de dollars en 2021, preuve du modèle florissant mais fragile de la musique instantanée. Ces dernières années, la plateforme est devenue incontournable et a aujourd'hui un réel pouvoir sur toute l'industrie de la musique, et les métiers, les personnes qui en dépendent, les artistes en premier plan. Et il serait peut-être bon de rappeler à Spotify, comme le répète souvent un super-héros d'une autre grande multinationale, « Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. » Voilà, c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire, j'y serai attentif et j'y répondrai. Et si le contenu vous plaît, lâchez un like et abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt!